Situation. Sur ce qui se passe sur ces 6 mois, j'ai dit qu'il y avait une grande manipulation. Pourquoi? Parce que quand on a amené Mohamed Boudiaf, première fonctionnalité, une manipulation idéologique. On a voulu faire croire aux gens qu'on efface tout et on revient Au nationalisme. au nationalisme. D'accord, ça c'est le premier point. C'est le premier point. Deuxième point. Deuxièmement, on dit, voilà un homme qui est intègre, qui n'a jamais touché à l'Algérie, ni de prix ni de loi, qui n'a pas barbouillé dans les trucs, qui n'a jamais... En fait, disons qu'il était resté propre. C'est le mythe aussi de la propreté. D'accord. Mythe du nationalisme, mythe de l'intégrité de la propreté. Justement, le mot mythe chez toi, sur ta langue, est-ce qu'il est péjoratif ou négatif? Ça dépend dans quel sens tu l'entends. Dans l'usage, c'est ni négatif ni positif. Le mythe est un argument de fonctionnalité politicienne. On crée une image. Mais Boudiaf avait déjà une image. C'est comme ça qu'on l'a cherché. Boudiaf est un nationaliste. Personne ne le connaissait, à part ses anciens. Non, mais le mythe était déjà avant. Non, il n'existe plus, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé, Boudiaf, c'est fini. C'est fini, sa génération est terminée. Les gens qui l'ont côtoyé, qui ont milité avec lui, ne parlaient même pas de lui. Bétat, qui était son compagnon, et ensuite son compagnon en prison. Donc pourquoi ce choix? Le pouvoir qui va ramener quelqu'un du Maroc, qui est complètement oublié de la société, ni légitimité, ni image, ni mythe, ni rien du tout, il le ramène. Donc quel objectif? Quel objectif? On en a parlé. On en a parlé, mais ça contredit. Non, on a parlé, mais ça contredit ce que tu dis. Non, ça contredit. Le pouvoir a voulu se donner une nouvelle virginité. Ça ne contredit pas, parce que les gens, je sais qu'un jour, tu as exprimé beaucoup de doutes sur leur capacité. Moi, je t'avais dit, il ne faut pas les déjuger ou les méjuger. Il me semble que même s'ils ne sont pas au degré d'intelligence qu'on souhaiterait qu'ils soient, ils ont des degrés de ruse. Et c'est vrai, ils ont des degrés de ruse et de malfaisance terribles. Parce que ce type-là, ils auraient dû le laisser. D'un point de vue humain, alors toujours pour le tuer après. À l'âge. Pourquoi? Tomato, parce qu'effectivement. Donc ça c'est le deuxième point. Djabou pour l'assassiner. Disons que c'est le deuxième point. Je ne sais pas si vraiment ils avaient le but de l'assassiner, ils pensaient pouvoir l'utiliser. Non, mais nous, on est en train de parler d'histoire maintenant. C'est des faits. C'est-à-dire, moi je ne voudrais pas, et je ne pourrais pas d'ailleurs, rentrer dans la tête de Khaled Ansar, ni de Ali Haroun, ni de Sidi Ahmed Ouzali, ni de je ne sais qui, etc., pour savoir, ni du général-major Toufiq, ni de Smaïl Ammarid, ni de Touati, ni de je ne sais qui. Je ne peux pas rentrer dans leur tête à l'époque pour savoir s'ils avaient l'intention sur 6 mois de procéder autrement. Moi, je ne sais pas. Mais l'histoire maintenant, elle est là. On l'a ramené en janvier 92. Et le monsieur... Pourquoi je te pose cette question et je t'accepte de cette façon? Parce qu'en 6 mois, j'utilise ces termes, hein, en 6 mois, il y a eu, et là je te donne ma petite conclusion, c'est très important pour nous, il y a eu déposition d'un président de la République, il y a eu vacance de pouvoir, et il y a eu assassinat d'un nouveau chef de l'État en 6 mois. Ça veut dire quoi tout ça? 6 mois, déposition d'un président de la République, vacance de pouvoir, un pays qui rentre en guerre civile et l'assassinat de son premier chef, c'est-à-dire du chef de l'État du HCE. C'est terrible ça. Il y a ça, c'est des faits saillants et apparents et qui sont médiatiquement porteurs et parlants. Et il y a aussi des choses sourdides qui sont dessous. Qu'on ne connaît pas. Qu'on va connaître. Ils ne sont pas un jour ou l'autre. Qu'est-ce qui était derrière le projet d'amener Boudiaf et qui tiendrait à des considérations de relations internationales sur le plan économique, politique, culturel? Il faut qu'on s'interroge ça dessus. On avait parlé d'une tentative, même si elle n'a pas fait l'unanimité du pouvoir,
elle a emporté l'adhésion d'une majorité des décideurs à l'époque, à savoir peut-être qu'ils pensaient que pour accélérer le processus de débomédianisation, il fallait peut-être chercher Boudiaf, qui était l'opposant radical à Boumediene, d'une part, et en plus, il avait l'avantage, il était le seul opposant homme politique algérien à avoir cautionné l'idée de la marocanité du Sahara occidental. Ça aussi, on est obligé de tenir compte de ça. On ne peut pas l'oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va créer un choc à l'intérieur de l'armée, et tout le monde sait que l'armée a été l'épine, la colonne vertébrale de la politique de Boumediene dans l'affaire du Sahara occidental. Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Jusqu'à maintenant, je l'interroge. J'aimerais bien avoir ta certitude, mais je ne l'ai pas. Je pense que c'est encore quelque chose qui est très discuté et âprement discuté. Âprement. D'accord, avançons, c'est-à-dire avançons. On est en train d'avancer. D'accord. Derrière les Marocains, il y a les Français. Tu ne peux pas ne pas tenir compte de ça aussi. Derrière les Marocains, ou à côté des Marocains, ou avec les Marocains, il y a la part de l'APA. Mais s'il y a bien quelqu'un que les Français n'aimaient pas, c'était Boudiaf. Ah, je demande à voir. Non, maintenant, éventuellement, c'est facile de se douter de tout. Je le connais. Ne t'avance pas. Ne t'avance pas. Ne t'avance pas. L'histoire de Boudiaf n'est pas encore écrite. On apprendra un jour des choses, probablement. Et il faut nous les apprendre aujourd'hui si tu connais des choses. Il y a des choses. Non, si tu connais des choses, il faut nous les dire. Maintenant, écoute mon frère. Il ne faut pas faire avec nous comme font les anciens Moudjahidines ou les anciens dirigeants. C'est-à-dire, qu'on ne peut pas parler parce qu'il y a des sensibilités. Qu'on ne peut pas parler parce qu'il est déjà mort, on ne peut pas répondre. Non. Il faut nous dire, c'est là. Je ne peux pas te dire parce que... Enfin, ce que tu sais du moins. Je ne peux pas te dire parce que ce sont des informations de seconde main. De seconde main. Je suis en train aujourd'hui de travailler pour que les personnes qui ont des informations de première main puissent s'exprimer. Et cela, je commenterai. Et j'espère qu'ils s'exprimeront sur Respublica 2. Tu vas... je fais tout... Ne te sollicitons pour nous donner un coup de main avec ces gens-là, nous avons besoin de... Je fais tout et j'espère que ça va se faire. C'est un travail long, difficile, parce qu'il y a des secrets très graves entourant l'opposition algérienne en France. Des secrets très graves qui ne peuvent pas être révélés comme ça facilement. C'est clair. Il faut bien avoir des preuves. Il faut avoir des éléments, j'allais dire, qui corroborent ces... Tu ne peux pas... je ne sais pas, peut-être un Volonto. C'est possible. C'est pour ça que je me contiens. En attendant. Les informations qui m'ont été données, je ne peux pas les donner sans les avoir vérifiées. J'ai donné une information, j'ai eu le scrupule de donner une information. Je l'ai donnée dans un contexte ancien, en 1992, de son vivant. J'ai donné une information concernant le trésor de guerre du FNL, dont une partie lui a été donnée ainsi qu'à Itkhmet et à Karim El-Qasm. Non, pas Karim. Karim El-Qasm et c'est Khidr qui a donné l'argent. C'est ce que tu as dit. Tu as dit clairement chez nous que Khidr a distribué 1 milliard d'anciens francs suisses aux trois mouvements d'opposition, Aït Ahmed, Boudiaf et Karim. Voilà, c'est ce que ça tu as je dit. l'ai dit. Et j'ai donné ma source. J'ai donné ma source, j'ai dit que c'était Maître Msili Rahmo, et j'ai un témoin qui était avec moi et dont j'ai donné le nom. Ça, je peux m'avancer sur ça. D'accord. Et je ne porte pas cette responsabilité. Je ne la porte pas. J'ai donné ma source. Il y a des choses autrement plus graves qui m'ont été dites par des gens qui ne veulent pas parler. Je ne peux pas parler à leur place. Bon, on ne va pas te demander ici, parce que nous sommes en train de parler de cette période qui va de janvier à juin. Nous n'allons pas te demander de nous donner des noms. Non, je ne donne pas de nom, je ne donne rien du tout. J'attends. On te demande de nous donner seulement. Oui. Ça touche à quoi? De quoi s'agit-il? C'est tout. On ne te demande pas de nous donner des noms, on te demande pas de certifier quoi que ce soit, on te demande, il s'agit de quoi?
C'est quoi ces informations, ces secrets hautement dangereux qui concernent l'opposition? Je ne dis pas toute l'opposition. D'accord. Je ne sais pas ce qui se passait dans le PAX. Je n'étais pas militant du PAX. J'avais des sympathies pour le parti d'avant-garde socialiste. Mais toi, tu as parlé de l'opposition en France. Je parle du PRS. C'est tout. J'ai dit, je ne connais pas les autres mouvements. Je parle de ce que je sais. J'étais militant du PRS, j'ai appris des choses sur le PRS, des choses très graves. Très graves. Que tu ne veux pas dire maintenant. Que je ne veux pas dire maintenant. Tu veux les vérifier d'abord. Je veux les vérifier parce que la personne qui me les a donnés, il se peut qu'elle me manipule. C'est possible. Et subhanallah. Mais je ne sais pas si tu es manipulable facilement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, écoute, on avance. Moi, je ne suis pas rusé. J'essaie d'être un tout petit peu intelligent, mais je ne suis pas rusé. Pour résumer. Ok. Mais il ne m'a pas servi à grand chose. Pour résumer, et là, je te pose une question très claire. Est-ce que le départ de Chadli, qui était considéré pour les uns et particulièrement pour les décideurs à la tête du pouvoir comme étant une solution. Solution à une situation de blocage, de crise. Est-ce que le départ de Chadli, qu'il soit une déposition ou une démission, bon, est-ce que le départ de Chadli, qui était considéré comme étant une solution, ne s'est-il pas transformé en une crise grave aussi plus tard? Et est-ce que le fait d'avoir créé le HCE et ramené c'est Mohamed Taïb al-Watani, c'est Boudiaf à sa tête, et connaître un petit peu la situation de l'Algérie de février jusqu'à son assassinat, est-ce que son assassinat aussi, et le fait de l'avoir ramené, au lieu que ce soit une solution, est-ce que ça n'est pas devenu également une autre crise plus grave? C'est ce que je disais tout à l'heure, tu m'as dit non. J'ai dit que c'était une période, c'était un approfondissement de la crise. Je lui ai dit que c'était un approfondissement de la crise. J'ai dit تعميق الأزمة. D'accord, mais cette fois-ci, les acteurs de ceux qui ont aggravé la situation sont connus. Ils sont à la tête du pouvoir, ils s'appellent Khaled Nzar et les autres, ils avaient utilisé l'institution militaire comme un moyen de répression. Écoute, toi tu dis il s'appelle Khaled Nzar et les autres. Non, moi je parle de ceux qui étaient à la décision. À la décision, il s'appelle Belkher et les autres. D'accord, tu dis Nzar, Belkher et les autres. C'est pas la même chose. Mais il ne faut pas oublier Belkher. Non, j'ai pas oublié. Parce que sur le plan d'un certain nombre de choses qui se passent en Algérie, probablement que Belkher a plus de responsabilités que Nzar. Non, moi je ne suis pas en train de... Moi je les condamne tous. Moi je les condamne tous. Moi je ne suis pas en train de dire qu'il a plus de responsabilités. Moi je vois en termes de décision. Je suis d'accord. Belkher était ministre de l'Intérieur. Khaled Nzar, il était le premier chef des armées. Il était le premier responsable, il était ministre de la Défense. Et c'est lui qui dit, que c'est moi, Khaled Nzar, qui ai déposé en 92 chef de Benjdi. C'est-à-dire c'est moi qui ai fait, entre guillemets, le coup d'État, mais dans le sens de Khaled Nzar, sauver la République. Bon, moi je suis clair, c'est-à-dire, est-ce que... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Seulement, il faut donner la lecture de ça. Il faut donner cette lecture-là. Il est logique, pour les opinions internationales, je dis bien pour les opinions internationales, il est logique dans la culture de pronunciamento, des coups d'État, que ce soit l'armée qui fasse un coup d'État. Or, la déposition de chef de Benjdi n'a même pas été faite sur le modèle ancien de 1965, quand Ben Bella a été tiré de son lit par Abdaka. Ça, c'est un pronunciamento de type, j'allais dire, de l'ancienne Turquie, ottomane. Et heureusement qu'ils n'ont pas étranglé. Par contre, la déposition de chef de Benjdi s'est faite sous les caméras des télés. Il s'est adressé aux gens. Mais c'est un coup. Mais bien sûr. La forme, elle change. D'accord, mais il faut être attentif à ça. Et donner une lecture. Moi, je te propose une lecture, je ne dis pas c'est la bonne. Très bien. D'accord. Ouais. Or, la déposition de Khaled Nzar n'a pas été suivie par l'investissement de la rue par l'armée.
ça n'a absolument aucune apparence de coup d'État à la manière traditionnelle telle qu'on la connaît. Même si c'est, à mes yeux, je ne vais pas me dédire, je dis que c'est un coup d'État. Mais qui a fait le coup d'État? L'armée? Non, monsieur. La police et les services secrets. C'est-à-dire? Ah ben, il faut nous expliquer. Les cabinets noirs, et les cabinets noirs, c'était pas l'armée, c'était pas Nzar, c'était Belkher. Il faut appeler ça un